Bonjour à toutes et à tous. Je fais cette vidéo pour tous ceux qui n'ont pas pu être présents lors de mes deux conférences des Journées européennes du patrimoine 2022. Cela vous permettra de revivre ces conférences et j'espère que cela vous satisfera. On va commencer par montrer l'évolution de Thionville avant et après 1902. Voici un plan de 1828. On peut voir que toute la ville était complètement encerclée par les remparts. Il y avait 7 bastions et également 3 portes qui permettaient de rentrer dans la ville. Ici la porte de Metz, ici la porte du Pont et ici la porte du Luxembourg. Il y avait environ 400 maisons dans Thionville, dont la plupart étaient habitées par des militaires. Voici donc maintenant un plan établi par l'urbaniste allemand Joseph Stüben en 1902. C'est donc les projections de l'étendue de la nouvelle ville. Donc il faut s'imaginer que sur le plan précédent, la ville était donc ici. Les portes et les remparts ayant été démantelés, ça permettait donc l'agrandissement de la ville et l'on voit donc ici la projection de ce que sera la nouvelle ville de Thionville. La première photo que je vous montre là est la toute première photo connue de Thionville. Elles furent prises en 1867 par François Rothe, le tout premier photographe installé à Thionville. La photo représente l'usine à gaz située à Borgard, entre la rue de Verdun et la route de Metz actuelle. Au fond, on voit bien la ville enfermée dans ses remparts et ses fortifications. La photo d'origine est en noir et blanc, bien entendu, et elle est conservée aux archives municipales. Cette photo date du 24 novembre 1870. Elle a été prise 2 jours après les terribles bombardements qui frappèrent le centre-ville de Thionville. Une grande majorité des immeubles du centre-ville furent détruits. Un obus fut tiré depuis Maison Rouge à Manosme, suite à un pari des soldats prussiens, et il réussit à atteindre le beffroi. C'est les dégâts que l'on peut voir sur cette photo. Cette autre photo de la guerre de 1870 donc, date du 25 novembre, 2 jours après les bombardements. Elle représente la rue du Pont, l'actuelle rue Georges Ditch. On y voit la porte de la Moselle ou porte du Pont suivant les différentes appellations. À gauche, on reconnaît les bâtiments accolés à la mairie détruits par les bombardements. Il faut noter que la mairie ne se trouvait pas dans le bâtiment actuel, mais dans les bâtiments accolés au beffroi. D'où le nom d'ailleurs de la rue de l'ancien hôtel de ville. Voici un extrait du journal de Victor Hugo datant de 1871 lors de sa visite à Thionville. À l'époque, il habitait Vianden au Luxembourg. Je cite Victor Hugo. 30 août 1871. J'ai vu cette ville que mon père a défendue en 1814 et 1815 et que l'on n'a pas prise. Elle est prise aujourd'hui. Elle est plus que prise, elle est prisonnière. L'Allemagne la tient. Il y a une sentinelle prussienne à chaque porte. La ville a été épouvantablement bombardée. La pluie d'obus a duré 53 heures. Sur toute la ville, environ 400 maisons, seules 5 n'ont pas été atteintes, elles n'ont que leurs vitres brisées. Tout le reste de la ville a été mitraillé, écrasé et brûlé. La ville est morne, je devrais même dire morte. Les habitants sont indignés et consternés, partout des ruines. Une autre photo des bombardements qui montre cette fois-ci la rue de la Caserne, l'actuelle rue du Quartier, et au fond la rue du Manège. Encore les bombardements. Ici, il s'agit de la rue du Fourbanal et au fond, la rue brûlée. En 1854, s'ouvre la première liaison de chemin de fer entre Metz et Thionville-Borgard. Alors vous allez me dire pourquoi Borgard et pas le centre-ville? Tout simplement que si la ligne de chemin de fer avait dû entrer dans Thionville, il aurait fallu percer une nouvelle porte et le commandement militaire refusa sous prétexte qu'il n'y avait pas suffisamment d'hommes et de matériel pour garder une nouvelle porte. La gare fut donc construite hors des murs, à Borgard.
Elle était entièrement en bois car les constructions en pierre hors des murs étaient proscrites. En cas de conflit, il fallait pouvoir rapidement détruire les constructions. La gare comprenait un bâtiment de voyageurs, un hangar pour les marchandises, un dépôt et une remise pour 6 locomotives. La gare se situait, pour ceux qui connaissent, près de la rue de Verdun, à l'emplacement du Lidl de Borgard, d'où le nom d'ailleurs de la rue de l'ancienne gare. Après la construction de la nouvelle gare sur la rive droite, la gare de Borgard servit uniquement de gare de marchandises. Nous voici en 1898. Thionville est donc devenue Diedenhofen depuis 1871 et elle le restera jusqu'en 1918. Voici une vue magnifique sur le pont de la Moselle, les fortifications, les remparts, ainsi que la porte de la Moselle qui permettait l'entrée de la ville. Sur cette photo qui date de 1900, on voit la rue du Pont, l'actuelle rue Georges Ditsch. Au fond, la porte de la Moselle. À gauche, la mairie, avec le bâtiment accolé ici, qui n'existe plus, et qui accueillait entre autres la caisse d'épargne. Ce bâtiment sera démoli dans les années 30 pour ouvrir la vue sur le square de la mairie. Une autre vue de la porte de la Moselle, elle date de 1902 et montre la porte du côté entrée de la ville en venant du pont. À droite, on voit le bureau de l'octroi. L'octroi était en quelque sorte la TVA de l'époque. Il fallait en effet payer une taxe pour chaque marchandise qui entrait dans la ville. Une autre magnifique porte, il s'agit de la porte du Luxembourg. La photo date de 1899. La porte se trouvait à peu de choses près entre le Concorde et le Bastion. La photo est prise de l'extérieur de la ville et montre donc l'entrée de la ville. Une autre porte qui permettait l'entrée dans Thionville, la porte de Metz. On notera l'aigle impérial qui fut rajouté par les Allemands. Elle se situait place de la République, un peu au niveau du carrefour avec l'allée Poincaré. Elle était reliée au bastion 1 du quai Crozère par les remparts. Comme toutes les autres portes, elle sera démolie en 1903 afin de permettre l'agrandissement de la ville. Une dernière porte, la porte de Sarre-Louis. C'est la seule qui soit encore debout, du moins en partie, car elle est difficilement reconnaissable aujourd'hui par rapport à cette photo qui date de 1901. Par ailleurs, il faut savoir qu'actuellement la porte est enfoncée des 2/3 dans le sol. Voici le premier bureau de poste de Thionville, construit en 1894 et ici photographié en 1899. Il se situait à côté de la gare ferroviaire. D'ailleurs, le bâtiment existe toujours, mais il a été un peu modifié. Il a été surélevé d'un étage et le dôme au sommet de la tour, n'existe plus. À partir de 1907, la nouvelle poste donc fut transférée dans le nouveau bâtiment de la rue Joffre, mais la poste de la gare continua à fonctionner. Voici la nouvelle gare construite sur la rive droite de la Moselle en 1878. Ici une photo de 1899. La nouvelle gare fut construite pour remplacer la première gare de Borgard, trop exiguë. Cette photo montre la première gare de marchandises du réseau d'Alsace-Lorraine, où transitait l'essentiel du commerce entre la Lorraine, la Sarre et la Rhénanie. Une photo de 1900 qui montre les remparts et l'église Saint-Maximin. L'église Saint-Maximin fut construite de 1755 à 1759. L'architecte a adopté les dispositions typiques des églises de place forte, avec des tours surmontées de terrasses et de vastes souterrains sous l'église. La plupart des églises catholiques ont une orientation est, c'est-à-dire que le chœur est dirigé vers l'est. Ici, comme il fallait que l'église soit accolée au rempart, elle a une orientation sud-ouest. Et donc en bas de la photo, on voit les remparts avec donc la descente vers la place de l'église. Voici une photo de la tour Opus datant de 1900. On peut voir que la tour avait encore un toit. Elle était complètement enfoncée dans les remparts. Les friches que l'on voit sur la droite, c'est aujourd'hui le quai Marchal et les parkings, avec la circulation que l'on connaît. À l'époque, ça devait être un peu plus calme.
Voici l'hôtel d'Els, l'actuel tribunal sur le quai Marshall, à l'époque Crozer-Promenade. Il fut construit pour Bernard d'Els vers 1551 en style Renaissance luxembourgeoise. Il ne subsiste de ce bâtiment d'origine que le porche, ici dans la cour du château, et les 3 baies du rez-de-chaussée. Également subsistent les caves et une grande salle voûtée qui est aujourd'hui une salle d'audience du tribunal. Alors l'hôtel d'Els est acheté en 1899 par les sœurs de Notre-Dame de la Providence en vue d'y établir un pensionnat de jeunes filles. À partir de 1903, le pensionnat sera agrandi grâce à la construction d'un bâtiment néo-gothique en bordure de la Moselle. C'est donc cette partie ici. En 1934, les sœurs abandonnent la cour du château et se font construire un nouveau pensionnat sur l'actuelle place Notre-Dame. En 1939, installation du tribunal et réaménagement à cet effet des bâtiments par l'architecte départemental Le Chevalier qui élargit le corps de liaison du bâtiment de 1903 et transforme la chapelle en salle d'audience. Voici cour du château, l'entrée principale du pensionnat de la Providence. Le porche que l'on voit sur la photo existe toujours aujourd'hui. Par contre, on peut voir que la route qui va vers la Moselle est en pente, car il fallait bien rejoindre le sommet des remparts. Notre célèbre place du marché. Cette photo date de 1900. Sur les plans datant de 1550, elle portait déjà ce nom de place du marché. Elle ne changera jamais de nom, même lors des 2 annexions, elle restera Marktplatz. Le marché s'est toujours tenu sur cette place jusque dans les années 50, date à laquelle il déménagera place Turenne. On peut voir que l'immeuble qui abrite aujourd'hui l'Office du tourisme abritait alors le bureau de police. Le cinéma Scala n'existait pas encore, il sera installé place du marché en 1932. Quant à la fontaine que l'on voit sur la droite, elle sera déplacée en 1905 face à l'église Saint-Maximin afin de dégager le passage pour les voies du tramway. Une autre vue de la même année, donc, de la place du marché dans l'autre sens. On voit bien la fontaine et également les stands des marchands. Ici, la place du Luxembourg en 1902. Les remparts et la porte du Luxembourg sont encore debout. On aperçoit d'ailleurs ici les remparts dans le fond. Pour se situer, on fait face à la Moselle. Les charrettes et la dame se trouvent sur l'actuel parking de la place du Luxembourg. La maison au centre à gauche de la photo est l'ancienne nef de la chapelle des Augustins qui fut transformée en magasin d'artillerie. Le 2e étage et le toit ont été rajoutés. Et toutes les constructions sur la partie gauche de la photo disparaîtront lors du démantèlement des remparts. Voici une photo de la rue de Paris en 1890. La rue s'est appelée rue de Paris dès 1794. Pendant la première annexion, elle fut nommée rue Bismarck et durant la seconde annexion, rue du Docteur Frick. Je conçois qu'il est très difficile de reconnaître l'endroit car tous les premiers immeubles sur la droite ont été démolis dans les années 60 pour y construire l'immeuble des Nouvelles Galeries. Le seul immeuble qui n'a pas bougé, c'est à gauche, ici. Et vous reconnaîtrez l'entrée du centre commercial des Capucins. Cet immeuble, un peu après 1900, va devenir le premier théâtre de Thionville. Et sur l'immeuble à droite, on peut voir des publicités de l'époque pour les machines à coudre Singer et pour le chocolat Suchard. Une autre vue de la rue de Paris, datant de 1902, où l'on voit mieux l'immeuble qui abrite le casino municipal et l'entrée des Capucins, tout à fait à gauche. Seul le balcon a disparu. Cette photo de 1900 montre l'angle de la rue Brûlé et de la rue du Vieux Collège. À droite, on voit l'atelier des photographes Engel. D'ailleurs, la carte postale porte leur signature. Par la suite, ce fut le photographe Marold qui prit la relève. Alors pourquoi le nom de rue Brûlée? Tout simplement, elle porte son nom depuis 1550, suite à un incendie qui détruisit les 2 tiers de la ville en août 1493. Même les Allemands conservèrent ce nom de Brandstraße, rue Brûlée,
et Collegiumstrasse, rue du Collège, et aujourd'hui rue du Vieux Collège. Nous sommes ici à Saint-Pierre en 1902. Il s'agit de la route de Longwy. Elle s'est d'abord appelée route du Val-Marie, puis route de Volcrange. La partie que nous voyons ici, pour ceux qui connaissent, se situe après le carrefour de la rue Aimé-le-Mude, en montant vers l'église Saint-Pierre et le pont du Géric. À noter que ces maisons à gauche existent toujours. Saint-Pierre, c'était le quartier des maraîchers de Thionville. Les plus célèbres étaient bien sûr les familles Médoc, Thuillier et surtout la famille Clope, dont les serres ont subsisté quasiment jusqu'à nos jours, pour finalement être détruites aussi. Nous sommes ici le 14 juillet 1902. Le monsieur à l'appel, c'est Nicolas Crozère, le maire de Thionville à l'époque. Il donne symboliquement le départ du démantèlement des remparts et des portes de la ville. En effet, au fil du temps, la forteresse de Thionville n'était plus capable de s'adapter au modernisme qui arrivait. La ville était étroitement enserrée dans ses remparts. Les remparts étaient d'ailleurs devenus obsolètes. L'air était maintenant au Festen, le mot allemand qui signifie les forts, comme celui de Gentrange, Königsmacker ou Illange. Le maire s'adressa donc au ministère de la Guerre, mais la procédure traîna en longueur. Le maire adressa donc directement une supplique au Kaiser, l'empereur Guillaume II, qui lui s'intéressa grandement au projet d'élargissement de la ville. Le maire obtint l'accord des militaires pour le déclassement de l'enceinte, sauf le couronné de Yutz qui était conservé. Les remparts seront donc démantelés ainsi que les portes. La ville récupère tous les terrains militaires et cela permet de faire la jonction entre la ville et les quartiers périphériques comme Saint-François, la Malgrange, la Briquerie, mais surtout le faubourg de Borgard où vont s'installer de nombreuses industries et surtout les usines Röchling qui deviendront plus tard Usinor. Le grand urbaniste allemand Joseph Steuben traça les plans de la nouvelle ville de Thionville, avec en particulier les deux grandes artères que nous connaissons encore aujourd'hui, l'allée Poincaré et l'avenue Clémenceau. À noter que déjà à l'époque, ces deux voies avaient 4 voies séparées par un terre-plein, ceci afin de faciliter le passage des troupes. Voici maintenant quelques photos du démantèlement des portes et des remparts. Ici, nous voyons la démolition du rempart du quartier de la Vieille Porte. On aperçoit d'ailleurs au fond le clocher du temple protestant. Ici, nous sommes au bord de la Moselle, au niveau du bastion 3. Lors de la démolition des remparts, le long de la Moselle, on fit de grandes découvertes archéologiques. En particulier, ce que l'on voit ici, les restes de la chapelle des Augustins, qui datait des années 1500. Ce que l'on voit ici, c'est ce qu'il reste de la chaire de la chapelle. Ici, nous sommes quai Crozère. En haut, à droite, on aperçoit l'église Saint-Maximin en hauteur. Et sous les remparts, on découvre les restes de la ville médiévale de Thionville. On voit ici que la ville médiévale se trouvait bien en dessous du niveau actuel, quasiment au niveau de la Moselle. Et vous pouvez remarquer qu'à l'époque, les travailleurs effectuaient ces travaux titanesques à coups de pioche et de pelle. Une photo de 1903 qui montre tous les vestiges trouvés vers le bastion de Luxembourg et qui se trouvaient dans les restes de la chapelle des Augustins, chapelle qui fut détruite en 1558. Ce sont tous ces objets qui donnèrent l'idée aux Allemands de transformer la tour aux puces en musée. Justement, venons-en à la tour aux puces. On a raconté un tas de légendes sur cette tour aux puces, que Charlemagne y aurait séjourné, qu'une princesse y serait morte dévorée par les puces. Bref, bien sûr, tout ceci est faux. Charlemagne est souvent venu à Thionville, oui, ça c'est vrai, mais son palais, qui se trouvait bien à cet endroit, n'existait plus depuis longtemps. Bien que certaines pierres utilisées pour la construction, en particulier les fondations, soient d'origine carolingienne. En réalité, la tour aux puces faisait partie d'un château érigé à la fin du XIe siècle par les seigneurs luxembourgeois. La tour aux puces était donc tout simplement le donjon du château. Quant au nom, il provient d'une erreur de traduction du patois luxembourgeois Pitsturm, qui signifie tour au puits, et qui donnera tour aux puces en français.
Lors de la construction des remparts, la tour Opus se retrouva enterrée de presque la moitié de sa hauteur et accolée aux remparts. On voit donc ici, lors du démantèlement en 1903, le dégagement de la tour. Et on aperçoit même ici l'ancienne porte qui permettait l'accès à la tour dans les années 1500. Sur cette photo de 1903, on voit la démolition de la porte du Luxembourg et des remparts. Il faut noter que les pierres étaient soigneusement stockées pour être réutilisées pour la construction des nouveaux immeubles. À gauche, on aperçoit le bastion 3 qui est toujours là, quoique amputé d'une bonne partie lorsque il a été créé le grand carrefour de la place du Luxembourg. Ici, un quartier que l'on reconnaît aussi, il s'agit de la démolition de la porte de Metz sur l'actuelle place de la République. On aperçoit le beffroi au fond. Le bâtiment sur la gauche, juste après la porte, c'était le bureau du commandant de la place, plus connu sous les deux annexions, sous le nom de Kommandantur. Une dernière photo du démantèlement de 1903. Ici, il s'agit de la porte du pont ou porte de la Moselle. On aperçoit ici le bâtiment qui était le tout premier hôtel Saint-Hubert, qui sera détruit lui aussi pour construire le nouvel hôtel Saint-Hubert, qui va abriter plus tard le Cinéma Rex. Et tout au fond à droite, on aperçoit la place du marché. Cette photo aérienne date de 1911. Elle fut prise depuis un dirigeable Zeppelin. On voit bien ici la nouvelle configuration de la ville après le démantèlement de l'enceinte. Les deux grands axes voulus par l'urbaniste Joseph Stuben, l'allée Poincaré et l'avenue Clémenceau. On voit également ici l'église Saint-Maximin, le nouvel hôtel Saint-Hubert dont je viens de vous parler, la mairie avec les bâtiments qui depuis ont disparu, la tour Opus, donc le pensionnat de jeunes filles qui deviendra le tribunal, ici la place du Luxembourg, et ici on voit le débordement du futur parc Napoléon. Plus haut, tout à gauche, on voit la nouvelle poste, ici. L'immeuble qui abritera plus tard la caisse d'épargne. Et au centre, ici, la place Turenne, complètement entourée de casernes. Plus à droite, l'école des mines. Et si on monte encore, on voit ici la clinique des yeux, donc la clinique Notre-Dame. Au centre, la place de la Liberté, avec la future caserne Jeanne d'Arc. Et encore tout au fond, à droite, ici, le futur lycée de la Briquerie, qui à l'époque était un bâtiment qui abritait le convict Saint-Paul. C'était un internat, il servait d'internat aux élèves du gymnasium, l'actuel lycée Charlemagne. Cette photo datant de 1903-1904 montre la construction des immeubles du 17 et 19 avenue Albert Ier. On peut d'ailleurs toujours admirer aujourd'hui la richesse architecturale de l'époque, de ces merveilleux immeubles, qualité qui contraste avec la fragilité des échafaudages sur la gauche, tout en bois. Il fallait être courageux. Ici, nous sommes place du Luxembourg en 1904. On voit la construction du superbe immeuble qui abrite aujourd'hui la pharmacie du Parc. Cet immeuble, à l'époque, avait été construit pour un notaire. Une photo de 1904 qui montre la Sankt Peterstraße, c'est-à-dire la rue Saint-Pierre. Aujourd'hui, c'est la place de la République. On peut voir que la poste n'a pas encore été construite, elle le sera en 1907. À noter que le jeune homme que l'on voit adossé à un arbre est le fils du photographe Engel, donc qui a pris la photo. La clinique des yeux, donc, l'actuelle clinique Notre-Dame. Elle date de 1808 et on peut voir que l'immeuble était encore bien isolé. La clinique fut construite par un médecin luxembourgeois, le docteur Coborn, qui pose ici avec toute sa famille. Cette photo de 1910 montre l'angle de l'avenue Albert Ier et de la rue Janvet. L'immeuble est toujours là aujourd'hui, il lui manque juste les dômes au sommet des deux tourelles. Et on peut voir qu'en quelques années,
De nombreux immeubles avaient déjà été construits dans l'avenue Albert Ier. Cette carte postale de 1910 montre le nouvel hôtel Saint-Hubert dont je vous parlais tout à l'heure, construit après la démolition de la porte de la Moselle. On peut voir ici en haut de la façade la statue de Saint-Hubert et ici l'inscription Hôtel Saint-Hubert. L'établissement comprenait un café-restaurant et un hôtel. En 1921, le cinéma-théâtre Union, futur Cinéma Rex, sera transféré de la rue du Luxembourg vers la rue du Pont, donc la rue Georges Litch, dans une salle de l'hôtel qui sera transformée en un cinéma de 560 places. Une vue sur la rue du Manège, qui date de 1910. À gauche, on peut voir le temple protestant, qui lui a été construit en 1888. Et à droite, un des bâtiments de la caserne d'infanterie. Toutes les casernes de la place Turenne seront démolies dans les années 60 pour y construire les nouveaux immeubles. La photo a été prise depuis l'endroit où se trouve aujourd'hui le théâtre municipal. Une photo de 1910 qui montre le Rosengarten, le jardin des roses, aujourd'hui donc le parc Napoléon. Et au fond, on voit les immeubles de la future avenue de Gaulle, qui se nommait alors Parkstraße, la rue du Parc. L'actuelle place de la République, ici photographiée en 1915. Elle se nommait alors Sankt-Peter-Straße, rue Saint-Pierre. Et on voit donc la toute nouvelle poste construite en 1907. Voici donc la Kaiserliches Postamt, c'est-à-dire la poste impériale. Elle fut construite en 1907 pour remplacer l'ancienne poste qui se trouvait à côté de la gare. En effet, l'administration impériale des postes à Berlin accordait une grande importance à la construction des bâtiments postaux sur l'ensemble du territoire, comme symbole de la modernité et de l'unité du Reich allemand. Ces bâtiments se référaient donc très souvent à des modèles. En l'occurrence, la poste de Thionville est la copie conforme de la poste de l'arrondissement de Neukölln à Berlin, qui, elle, a été achevée un an plus tôt, en 1906. Cette carte postale de 1910 montre l'immense salle de concert, la Reichshalle, que l'on peut traduire par salle impériale. Elle se trouvait au 11 rue Joffre, là où aujourd'hui trônent les nouveaux immeubles noirs et blancs, qui abritent en particulier la résidence senior, les jardins d'Arcadie. Ici, tout en bas, c'est donc la rue Joffre, et cette rue-ci n'existe plus. Elle rejoignait la rue des Enfants de la Fench et la route de Longwy, et ici, elle débouchait sur la rue du Moulin. L'immeuble a été gravement endommagé par les bombardements de 1944 et il fut en grande partie démoli. Il resta quand même une partie de l'immeuble, ici, cette partie-là, qui existe toujours donc et qui a été transformée en appartement. Et d'ailleurs, sur le devant, il y a, sur la partie qui donne sur la rue des Enfants de la Fench, il y a un cabinet de kiné. Voici l'avenue Albert Ier en 1912, alors nommée Kaiser-Karl-Straße. On voit le tramway. À droite, la brasserie Saint-François, qui se nommait alors le café du tramway, car les voyageurs qui prenaient le Gengelchen se donnaient rendez-vous dans ce café. Le Gengelchen était un petit train à vapeur qui reliait Thionville à Mondorf-les-Bains. Il empruntait une voie ferrée construite sur les bords de la route qui va à Mondorf. Il fonctionna de 1903 à 1934. Il mettait 1h30 pour relier Thionville à Mondorf. Quant au vrai tramway, lui, ne démarra qu'en 1912 pour se terminer en 1952. 30 janvier 1919. Le maréchal Pétain vint à Thionville le 30 janvier 1919 afin d'inaugurer l'avenue qui porte son nom, à savoir la future avenue de Gaulle. Après avoir inauguré et parcouru l'avenue, le maréchal Pétain s'installa sur une estrade afin d'assister à un défilé de pompiers, d'orphelins, des anciens prisonniers de guerre, un groupe de petites Lorraine et enfin un régiment de soldats. À droite du maréchal, on voit le maire de Thionville, François Zimmer. Le 15 février 1920, le président de la République, Raymond Poincaré, vint en visite officielle à Thionville afin de remettre la Légion d'honneur à la ville.
On le voit ici en compagnie de son Altesse royale la Grande-Duchesse Charlotte du Luxembourg et assis à l'avant le maire François Zimmer. 5 jours plus tard, Paul Deschanel succédera à Poincaré à la présidence de la République et Raymond Poincaré redevint sénateur. Thionville obtint la Légion d'honneur qui reconnaissait que la ville, je cite, « par son héroïque résistance à l'invasion ennemie de 1792, 1814, 1815 et 1870, a bien mérité de la patrie. Inébranlablement fidèle à la France pendant 48 années d'asservissement et de souffrance. » Voici une vue aérienne du centre-ville datant de 1920. On peut voir que le parc Napoléon s'étendait alors jusqu'au bastion. Ici, on voit la place du marché et ici, les promenades du quai Marshall. Cette vue aérienne date de 1927. On voit en bas les débuts de Borgard avec le chemin des Peupliers, la rue Sainte-Élisabeth et la rue de Verdun. Quant à la promenade Leclerc, qui normalement devrait se trouver ici, elle n'existait pas encore puisque à cet emplacement passait le canal de la Fensch, qui alimentait les moulins Nouvières qui se trouvaient ici et qui ont été démolis il n'y a pas tellement longtemps. Plus haut à gauche, on voit l'avenue Merlin, ici avec le stade Jeanne d'Arc. Ici au milieu, c'est donc la rue Joffre. Plus en haut à gauche, on voit ici la place de la Liberté et là la place Turenne, donc complètement entourée de casernes. Voici une photo de la gare en 1920. Depuis son inauguration en 1878, des bâtiments ont été rajoutés. Il y a eu des ajouts successifs en 1893, 1896 et 1918. En 1914, les Allemands voulurent construire une toute nouvelle gare proche de la gare actuelle. Malheureusement, la guerre empêcha le projet. Il faut noter que la gare de Thionville n'a subi aucun dommage lors de la Première Guerre mondiale et pour cause. Le front était sur Verdun et la population thionvilloise était constituée en majeure partie d'une population allemande importée, donc il n'y eut pas de sabotage. L'hôpital militaire, photographié ici en 1920. Cet hôpital militaire fut construit en 1889. Pour ceux qui s'en souviennent, pendant longtemps il abrita l'auberge de jeunesse. Aujourd'hui, cet immeuble a été très bien restauré et transformé en appartements et en bureaux. Et ici donc aujourd'hui passe la passerelle. La rue Joffre en 1920, vue depuis la place Marie-Louise. On voit très bien les voies du tramway et également la poste avec son pigeonnier qui a disparu depuis. Voici l'ancienne synagogue de Thionville en 1921. La première synagogue de Thionville se trouvait rue de la Poterne, dans un immeuble qui d'ailleurs existe toujours. En 1913 est inaugurée la toute nouvelle synagogue sur la Kaiser Wilhelm II promenade, l'avenue Clémenceau. Elle se trouvait exactement au même endroit que la synagogue actuelle. Le Conseil régional de l'Empire octroya une subvention de 25 000 marks pour la construction de la synagogue. Et en plus de la synagogue, il y avait une maison pour le rabbin et une école de religion. Le 17 juin 1940, les Allemands entrent dans Thionville. Le 20 juillet 1940, un incendie détruisit complètement la synagogue. Officiellement, il s'agissait d'un court-circuit électrique, mais par la suite, on apprit que les pompiers avaient reçu l'ordre de ne pas intervenir et de laisser brûler la synagogue. À noter que les pierres qui restèrent après l'incendie servirent à construire les immeubles de la rue Lazaroche et de la rue des Ducs de Lorraine. Voici le premier théâtre de Thionville, photographié en 1925. Nous sommes rue de Paris, et c'est le seul immeuble encore debout dans cette partie de la rue. C'est aujourd'hui l'entrée du centre commercial des Capucins et du casino municipal. Le bâtiment à l'origine faisait partie du couvent des Capucins, construit en 1626 et 1629.
Le bâtiment sera entièrement reconstruit en 1736 suite à un incendie. Cette entrée était l'entrée principale de l'église. D'ailleurs, quand on entre au Capucin par cette entrée, on voit encore les colonnes qui donc se trouvaient dans l'église. Pendant la Révolution, le bâtiment sera occupé par des militaires, puis en 1820, la ville le rachète et le transforme en théâtre d'un côté et de l'autre en hall au blé. En 1953, le théâtre quittera les lieux et sera transformé en salle d'exposition municipale. 1925, voici l'angle de la place de la République et de la rue de la Paix. On peut voir ici, dans rue de la Paix, un magasin de TSF donc, qui vendait des postes de radio. À noter que l'angle à droite restera un terrain vague jusqu'en 1966, date à laquelle sera construit l'immeuble de la Sogénale. Voici la place du marché en 1925. À gauche, on voit une magnifique voiture de l'époque et à droite, le bâtiment qui abritait la police pendant la première annexion est devenu la bijouterie Girdon. Même époque, 1925, cette fois-ci la rue du Luxembourg. On voit très bien les rails du tramway et au fond le parc Napoléon qui donc était beaucoup plus grand qu'aujourd'hui. Le magasin à gauche se nommait déjà le Grand Bazar pendant la première annexion. Par la suite, pour ceux qui s'en rappellent, ce sera la chemiserie Alfred. Quant au bâtiment à droite, le magasin de confection d'âmes deviendra plus tard les ponts funèbres Trierweiler. La rue de Paris, en 1920. À gauche, à l'angle avec la rue Brûlé, c'était déjà un bureau de tabac. Et à droite, le grand magasin Salomon, qui deviendra par la suite le Bon Marché, puis le Prix Unique dans les années 30. Une photo aérienne magnifique de 1930 sur le quartier de Bourgard. On voit que c'était un quartier avec énormément de champs et de jardins. D'ailleurs ici, on voit les champs de Monsieur Médoc, qui donnera plus tard son nom au quartier, avec les barres d'immeubles qui seront construites pour le personnel de la Solac dans les années 50. Ici, nous trouvons la rue Heidegger, là où aujourd'hui passe l'autoroute. Ici, l'hôpital de Bourgard et l'église. Au-dessus, on devine la rue Sainte-Élisabeth, ici. La rue des Frères, ici, qui, elle, se terminait en impasse à ce niveau. Et on devine tout à droite la rue de Verdun. Tout ce quartier, ici, tout ça, sera démoli dans les années 70 pour faire l'autoroute. La rue du Général Pau en 1930, qui s'appellera par la suite rue du Pont, puis actuellement rue Georges Ditch. À gauche, on voit un kiosque à journaux. L'hôtel Saint-Hubert, ici, construit donc en 1903. Et ici, on voit donc le cinéma Union, le théâtre Union, qui deviendra le Rex en 1955. Une photo de 1930 qui montre le superbe hôtel Terminus qui se trouvait avenue de la Gare, donc aujourd'hui place de la Gare. Pour vous situer sur la gauche, hors de la photo, il y a la discothèque, le Prince Club. À droite, on peut voir les bureaux de l'octroi. Comme je vous l'ai déjà expliqué, l'octroi était une taxe qui était perçue à l'entrée d'une ville sur les denrées qui rentraient dans la ville. L'octroi fut supprimé en 1948. Et donc au centre, l'hôtel Terminus, qui se trouvait donc à peu de choses près, pas loin de l'emplacement de l'actuel immeuble européen. L'hôtel sera malheureusement détruit lors des bombardements alliés de 1944. On voit ici la voie du tramway, qui part de la gare pour monter vers la ville. Il faut noter qu'il n'y avait pas encore le pont qui passe aujourd'hui au-dessus des voies du chemin de fer. En effet, la route que l'on voit ici aller vers la droite passait sous les voies. Voici la place aux Bois en 1935. Alors le nom de cette place provient tout simplement du fait qu'à un moment, il s'y tenait le marché du bois. La place fut créée en 1754 quand Cormontaigne décida d'abattre le pâté de maison qui se trouvait au centre de la future place.
Ceci afin de dégager le passage des convois militaires vers les casernes de la place Turenne. La rue Lydekker en 1930. À gauche, on voit tous les commerces et au fond, la place Materne où se trouvait l'école maternelle. À droite, l'hôpital et l'église. Toute la partie à gauche, sera rasée dans les années 70 pour y faire passer l'autoroute. Parlons un peu de l'église de Borgard. Sa construction fut terminée en 1869. Elle était à l'origine une chapelle construite par les frères des écoles chrétiennes qui tenaient à cet endroit une école de garçons. En 1897, la bienfaitrice Marie-Louise Lydekker rachète l'édifice et entreprend des travaux de rénovation et en particulier ce sera la construction du clocher. Elle financera également l'achat des 5 cloches. La paroisse de Borgard est ainsi créée le 1er juin 1899. « 1934, construction du nouveau pensionnat de la Providence. L'hôtel d'Els, actuel tribunal, est acheté en 1899 par les sœurs de Notre-Dame de la Providence en vue d'y établir un pensionnat de jeunes filles. Mais en 1934, les sœurs n'ayant pas obtenu l'autorisation d'une nouvelle extension qui aurait dénaturé l'hôtel de Raville situé juste en face, se font donc construire un nouveau pensionnat sur l'actuelle place Notre-Dame et elles abandonnent définitivement la cour du château. Et donc l'hôtel d'Els deviendra le tribunal. Nous arrivons maintenant à la période de la seconde annexion de la Moselle par l'Allemagne. Le 9 mai 1940, la Wehrmacht atteint le Luxembourg et le 10 mai, la population thionvilloise est évacuée vers la Vienne et les Charentes. C'est ce que nous voyons sur ces photos. Le 17 juin 1940, Adolf Hitler rétablit les frontières d'avant 1918. La région de Thionville se retrouve donc annexée au Reich. La langue allemande devient la langue officielle, le français est interdit, le nom des villages, des villes ainsi que les rues de Thionville sont à nouveau germanisés. Thionville redevient donc Diedenhofen. Nous voyons ici la place de la République en 1942. Elle se nomme alors tout naturellement Adolf Hitler Platz. Au fond, on devine une banderole avec écrit « Herzlich willkommen im deutschen Diedenhofen » qui se traduit par « chaleureux accueil dans le Thionville allemand ». En juin 1940, le pont du chemin de fer de Borgard est détruit par le génie français. Un mois après, les Allemands reconstruisent un pont provisoire en bois. C'est donc ce que nous voyons sur cette photo. Nous sommes ici, place du Marché, en 1941. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce ne sont pas des soldats de la Wehrmacht que l'on voit ici, mais bien des Thionvillois, des jeunes Thionvillois. Il s'agit du rassemblement des sections féminines et masculines du RAD, le Reichsarbeitsdienst, le service de travail du Reich pour les jeunes gens et les jeunes filles. Chaque jeune homme et chaque jeune fille du Reich étaient d'ailleurs obligés d'effectuer un service de travail de 6 mois qui précédait le service militaire. La même cérémonie vue sous un autre angle, avec les traditionnelles fanfares. Ici, nous sommes en 1942, on voit une cérémonie funéraire au cimetière Saint-François. Il s'agit d'un détachement de la 2e division d'artillerie lourde 641 qui combattit notamment à Sébastopol. Ici, nous sommes dans la rue du Fourbanal, Bahnhofenstraße. On voit un défilé d'un régiment du RAD, du Reichsarbeitsdienst. Et à noter que ce que les jeunes gens portent sur leur épaule, ce n'est pas un fusil, mais des pelles. Toujours en 1941, on voit ici un auto-da-fé, place du Marché. L'auto-da-fé consistait à brûler tout ouvrage contraire à l'esprit nazi. Les ouvrages des plus grandes figures intellectuelles germanophones furent brûlés sur la place du Marché.
Tel fut le sort de la littérature nuisible et prohibée. Tous les auteurs juifs ou hostiles au régime étaient dans la ligne de mire. Une dernière vue de cette période d'annexion, la place du Marché en 1942. On peut voir que toutes les enseignes françaises ont disparu. Seules subsistent de rares enseignes à consonance allemande. Et ici, ce bâtiment que l'on voit là, c'est l'enseigne du journal officiel du parti nazi, le NSZ Westmark-Zeitung, Nationalsozialistische Zeitung Gau-Westmark, que l'on pourrait traduire par le journal du Parti national-socialiste de la circonscription de l'Ouest. Le Gau-Westmark était la nouvelle circonscription administrative où se trouvait Thionville. Il comprenait la Sarre, le Palatinat et la Moselle. La capitale administrative était Saarbrück. Nous voici en 1944, 9 mai 1944. Les bombardements américains se succèdent, rendant les conditions de vie des Thionvillois très difficiles. Il faut savoir que 180 tonnes de bombes vont tomber sur Thionville, en particulier sur le secteur de la gare et de l'aérodrome de Lutz. On voit bien d'ailleurs sur cette photo que les bombes se concentrent sur le secteur de la gare. Une petite anecdote à ce sujet. Le 9 mai 1944, ma mère et mes grands-parents habitaient alors encore une maison de la rue des Enfants de la Fench. Et elle se rappelle très bien qu'une bombe est tombée face à la maison et s'est plantée dans la rue sans exploser. Si elle avait explosé, je ne serais pas là aujourd'hui. Nous sommes le 17 novembre 1944. Nous voyons ici ce qu'il reste de l'ancien pont des Alliés, dont les premières arches vers le centre-ville ont été détruites. Et le pont fait la jonction avec un pont métallique Bailey. Le pont Bailey était un pont préfabriqué portatif, conçu primitivement pour un usage militaire et qui permettait une portée maximale de 60 mètres. À droite, on voit les bombardements allemands. C'est en septembre 1944 que les Américains entrent dans Thionville, qui tombera assez rapidement. Mais la Wehrmacht tient toujours la rive droite. Les deux camps vont s'affronter pendant 2 mois. En novembre, le général Walker monte une opération contre les Allemands. Malgré le mauvais temps, les soldats américains mettent l'ennemi en déroute, permettant à Thionville d'être désormais hors de portée de l'artillerie lourde allemande. Le 15 novembre, les Thionvillois peuvent enfin sortir de chez eux sans risque. Ici, on peut voir les dommages collatéraux des bombardements dans le secteur de la gare. Cette photo représente donc l'hôtel Terminus que nous avons vu tout à l'heure. Cette photo date du 14 novembre 1944. On peut voir que l'hôtel est complètement détruit et d'ailleurs ne sera jamais reconstruit. Le 20 septembre 1944, 2 GIs posent fièrement devant la plaque Adolf Hitler Platz, accrochée à la caisse d'épargne Place de la République. Une autre photo de soldats américains, place de la République, en septembre 1944. On ne le voit pas bien ici, mais le bâtiment de la commande d'Entour, ici, a été éventré par une bombe. Cette photo montre des véhicules militaires américains rue du Pont, donc rue George Ditch, en 1944. Il s'agit du 732e bataillon d'exploitation ferroviaire qui était chargé de la réparation des voies ferrées. La photo noir et blanc d'origine provient de l'European Center of Military History, le centre européen de l'histoire militaire. Ici, une vue du 12 mars 1945, où l'on voit ce qu'il reste du pont des Alliés, et au fond, on devine le pont provisoire qui faisait la jonction donc avec les restes du pont des Alliés, et qui faisait une déviation ici et ressortait face à la mairie. Voilà, ici on voit mieux donc l'ancien pont de pierre, le pont des Alliés, où il manque 2 arches. Et à droite, le pont en bois construit par les Allemands et restauré par les Américains. Une vue aérienne qui montre bien les 2 ponts. À gauche, donc les restes du pont des Alliés, et à droite, le pont allemand reconstruit par les Américains. Le pont provisoire restera opérationnel jusqu'en 1954. Date à laquelle il fut inauguré le pont des Alliés actuel.
1945, on voit ici la sous-préfecture. Le bâtiment de la sous-préfecture fut construit par les Allemands en 1905 et était le siège de la Kreisdirektion, donc la direction de district, ce qui équivaut à notre sous-préfecture. Avant 1905, la Kreisdirektion se trouvait dans l'ancien commissariat de police, rue du Vieux Collège. Donc lors du déménagement, en 1905, le bâtiment de la rue du Vieux Collège va abriter pendant quelque temps l'école primaire supérieure de jeunes filles de la ville. Plus tard, ce sera le futur lycée Hélène Boucher qui lui sera construit en 1938. C'est donc tout naturellement en 1938 que le bâtiment deviendra l'ancien commissariat de police. Les fameuses arcades de la place du Marché en 1946. Les anciens Thionvillois reconnaîtront la quincaillerie Breistroff. À noter à l'extrême droite, il manque la dernière arcade. Celle-ci ne sera rajoutée qu'au début des années 60. Le 14 juillet 1946, Sir Winston Churchill vint en visite officielle à Thionville. Il n'était plus Premier ministre depuis les élections de juin 1945. Ce 14 juillet 1946, il atterrit à Metz-Frascati pour une première visite officielle à Metz. Puis, devant se rendre à Luxembourg, il fit un passage remarqué à Thionville. Une vue de 1947 de la rue du Fourbanal, prise depuis la rue Brûlé. À gauche, on voit les anciens ateliers des photographes Engel, qui seront repris cette année même par le photographe Marold. Le commerce qui fait le coin avec la rue du Vieux Collège était l'épicerie de M. Gachet. En 1967, l'épicerie fermera et s'ouvrira alors le célèbre magasin de jouets Gachet dont tout le monde se souvient. Le réveillon du 31 décembre 1947-48 fut une catastrophe pour tous les Thionvillois. Il tombe en 48 heures plus de quantité de pluie qu'en un mois. En raison de la fonte des neiges des Vosges et des précipitations tombées à partir du 23 décembre, le 31 décembre 1947, la Moselle déborde et envahit le centre-ville. Les eaux de la Moselle ressortent par les égouts, les rues de la ville se transforment en marécages. Il n'y avait plus d'eau potable, plus de gaz ni d'électricité. Pour vous donner une idée de l'importance de la crue, au plus haut de l'inondation, la place du Marché se retrouvait sous 1,50 m d'eau. La côte de la Moselle en janvier atteint 8,90 m. Ce que l'on voit ici, c'est la place du Luxembourg. Ici, nous sommes rue Joffre. À droite, hors de la photo, donc il y aurait les Moulins Nouvières. Et au fond, on voit le café Payotte, dont beaucoup de Thionvillois doivent se souvenir. Ici, une photo du square du 11 novembre sous les eaux. Tout à fait à droite, on devine l'ancien cinéma Select. La rue de Jemappes. La rue du Quartier, avec au fond la rue du Vieux Collège et l'ancien commissariat de police. Les bâtiments sur la droite, ce sont les casernes de la place Turenne qui seront démolies dans les années 60 pour construire les tours. Une dernière photo des inondations, ici la rue Joffre, donc dans le quartier de la Poste. Nous arrivons en 1950, voici la rue de Paris. On voit le tabac qui fait l'angle à gauche avec la rue Brûlé. Et à droite, le prise unique. Quant aux immeubles tout à fait à droite, ils seront détruits début des années 60 pour construire l'immeuble des Nouvelles Galeries. Une vue aérienne de 1953 sur la place du Luxembourg, le square du 11 novembre et l'avenue de Gaulle. Tout au fond, à droite, ici, on voit les laminoirs à froid. Quant aux immeubles, ici en bas à gauche, ils seront détruits pour construire le Concorde et également les nouveaux immeubles du quartier de la Vieille Porte. On peut voir que le parc Napoléon était donc beaucoup plus grand, comme je l'ai déjà dit, et s'étendait jusqu'au bastion. Toute cette partie du parc sera rasée dans les années 60 pour y construire la nouvelle gare routière. On a bâti alors 150 arbres du parc Napoléon pour construire la gare routière. La place de la République en 1950. À gauche, la statue de l'athlète agenouillé, œuvre du sculpteur Chenauqui. Au-dessus de l'immeuble de l'ancienne commandantour, sur la partie droite de la rue de Paris, tout le quartier après le prise unique sera démoli pour construire les nouvelles galeries.
Et vous noterez aussi ici le prise unique avec la superbe tourelle surmontée d'un dôme. Donc toute cette partie ici, comme je le disais, sera démolie. Cette photo fait suite à la photo qu'on voyait tout à l'heure. Donc ici, c'est la continuité de la place de la République. Il faut s'imaginer que la photo a été prise depuis le giratoire donc, de la place de la République. Et ce que l'on voit ici, c'est l'ancien hospice Sainte-Madeleine avec sa magnifique chapelle sur la droite. Donc tout ceci a été démoli pour construire l'immeuble moderne des Nouvelles Galeries qui aujourd'hui quand même semble assez moche. Il faut croire qu'à l'époque, les municipalités ne se préoccupaient pas beaucoup de la conservation du patrimoine. Le square du 11 novembre en 1952. À gauche, les anciens reconnaîtront la fameuse brasserie Le Piton. Et ici, le cinéma Select. C'est donc ici que fut créé en 1912 le premier théâtre Union qui possédait 280 places. On peut dire que ce fut la première véritable salle de cinéma de Thionville, puisqu'au tout début du cinématographe, les projections se faisaient dans l'ancien café de la Bourse, que les anciens ont connu, et aujourd'hui c'est Domino's Pizza. Mais revenons au cinéma Select. En 1921, le théâtre Union déménage rue du Pont, donc rue Georges Ditch aujourd'hui, dans les locaux de l'ancien hôtel Saint-Hubert. En 1955, il deviendra le cinéma Rex. Quant à la salle du cinéma du square du 11 novembre, elle deviendra le cinéma populaire en 1922, puis le cinéma Select en 1930. Le cinéma fermera ses portes en 1968. Le tramway de Thionville, ici place de la République, en 1950. Le tramway fut mis en service par les Allemands en 1912. Auparavant, comme j'en avais déjà parlé tout à l'heure, il y avait uniquement le petit train, le Gengelchen, qui reliait donc la gare de Borgard à la gare de Mondorf-les-Bains, en passant par Cattenom et Rodemack. La voie du chemin de fer se trouvait sur les bords de la route. Il roula de 1903 à 1934. Il ne dépassait pas 30 km/h et encore, il ne fallait pas qu'il y ait de montée. Il lui fallait 1h30 pour relier Mondorf. Il partait donc de la gare de Borgard, entrait en ville par la porte de Metz, traverser la rue de Paris, la rue du Luxembourg, pour ressortir par la porte du Luxembourg et rejoindre la gare de Saint-François. Alors imaginez-vous un instant les fumées que les habitants du centre-ville devaient respirer toute la journée, car c'était un train à vapeur. Il fut donc décidé en 1905 de remplacer les locomotives à charbon par un ancêtre du tramway, mais uniquement pour la traversée du centre-ville, afin d'épargner les fumées aux habitants. Quant à la vraie ligne de tramway, elle fut donc inaugurée en 1912. La première ligne reliait Fontoy, Thionville et Bassus. Il y avait des embranchements vers Knutange, Algrange et Florange et Famec. En 1931 fut construite la deuxième ligne qui reliait Hayange-Neufchef. Le tramway thionvillois roula jusqu'en 1952, date à laquelle les bus entrèrent en service. Un superbe document qui date du 14 juillet 1950. On voit le passage du Tour de France à Thionville. Cette photo est magnifique car on voit très bien les restes de l'ancien pont des Alliés, ici, et la bifurcation ici, donc, vers l'ancien pont provisoire allemand. Il s'agissait alors de la deuxième étape du Tour qui reliait Metz à Liège. Le vainqueur de l'étape et maillot jaune était alors un coureur luxembourgeois, Jean Goldschmidt, et le vainqueur du Tour 1950 fut le Suisse Ferdy Kubler. Voici une photo de 1952 où l'on voit la construction du nouveau pont des Alliés, qui sera inauguré en 1954. On voit très bien à sa gauche l'ancien pont provisoire allemand. Quant au poste de garde qui se trouvait ici, il a été démoli justement pour la construction du pont. C'est d'ailleurs ici, on voit la démolition donc du poste de garde pendant la construction du pont des Alliés.
Cette photo de 1953 montre l'ancienne statue qui se trouvait dans le petit parc de la place de la République, aujourd'hui nommé parc Jean-Marie Pelt. La statue se nommait la Nymphe et était l'œuvre du sculpteur Henri-Louis Cordier. Elle fut remplacée en 2006 par la nouvelle statue nommée l'Union, œuvre de Louis Lutz. La place du marché en 1953. On peut voir qu'il y avait alors les premiers feux de circulation. Quant à la place, elle faisait office de parking. On remarque des magasins connus, les Échos, Marc Sport, la pâtisserie Conter, l'épicerie Médoc, les papiers peints Motès et la quincaillerie Breistroff. Vous pouvez voir qu'il manque toujours la dernière arcade vers la rue du Merche. Et à droite, la bijouterie Girdonne. Une belle vue sur le quartier de la Gare en 1953. Le pont des Alliés est quasiment terminé, il sera inauguré l'année d'après. On voit qu'il n'y a pas encore l'immeuble l'Européen, il sera construit, lui, en 1962. Une vue aérienne de Je recommence. Une vue aérienne de 1958. La tour Charlemagne commence à être habitée. Les commerces au pied de l'immeuble ne sont pas encore terminés. On voit à gauche en haut l'église Notre-Dame, l'avenue de Guise, et encore plus haut la rue des Pyramides, avec ici le bâtiment du service des eaux. La piscine, elle, qui se trouvera ici, n'est pas encore construite. Et encore plus haut, c'est le début des immeubles de la Côte des Roses. Voici une vue sur Bourgard et Saint-Pierre de 1958. On voit le rond-point Merlin en bas avec les anciens immeubles. La résidence Beau-Rivage n'a pas encore été construite. Plus haut, on voit les barres d'immeubles de Médoc qui sont fraîchement construits donc pour le personnel de la Solac. Encore au-dessus, les étangs de Saint-Pierre. Et à droite, la route de Longwy ici, où on voit qu'il n'y avait encore aucun immeuble et beaucoup de jardins. Plus à droite, ici, la future rue Paul-Albert, donc, qui s'arrêtait là, avec ici la clinique Notre-Dame. Et ici, le quartier qui comprend la rue de la Marne, la rue de la Meurthe, rue des Vosges et tout ça. Et ici, donc, sera construit les immeubles de la Millière. Plus haut ici, le quartier Chevert. Et donc, ici, tous ces prairies, ces champs deviendront la zone du Linclin. Voici la cour de Rome et le début de la Côte des Roses en 1959. On voit le bâtiment du service des eaux et le début des constructions du chemin de la Pomperie. Et ici donc, bientôt, il y aura la construction de la piscine, qui sera inaugurée en 1960. Voici la Côte des Roses en 1964. L'hôpital Bel-Air n'y est pas encore, il ne sera construit qu'en 66-67. En bas, on voit la rue Château-Jeannot, la rue de l'Agriculture. Le futur périphérique, lui, passera tout à fait à l'extrême droite, donc la chaussée d'Océanie. Plus haut, on voit la rue Molière, l'école Saint-Hubert, et encore plus haut, la Perdrix, les tours du Chevreuil et Bécasse, et ici, l'église Sainte-Anne. Toujours une vue sur la Côte des Roses, mais cette fois-ci en 66. On voit à l'extrême gauche, ici, la construction de l'hôpital Bel-Air. C'est une vue sur le chemin Sainte-Anne et la rue de la Perdrix. On redescend vers la Moselle. Nous sommes ici au niveau de la descente du quai Marchal. Voici un concours de pêche organisé en 1960. On peut voir que ça a attiré pas mal de monde. La Moselle n'était pas encore canalisée. Les travaux commenceront en 1962. Le célèbre monument de la métropole du fer est le garage Renault Gardin, place Marie-Louise. La métropole du fer était une œuvre de Paul Vax qui trôna sur la place Marie-Louise de la fin des années 50 jusqu'en 1984, quand elle fut découpée par les grévistes de l'usine de Longwy touchée par la crise de la sidérurgie. Le monument mesurait plus de 10 mètres de haut et était censé représenter le feu des hauts fourneaux et les réalisations industrielles faites grâce à la sidérurgie. Voici le quartier Médoc en 1960, avec ses jardins et les étangs Saint-Pierre. Le nom du quartier provient donc du nom de l'ancien propriétaire des terrains maraîchers,
qui possédait aussi la fameuse épicerie Médoc de la place du Marché. Les 6 barres d'immeubles furent construites pour y loger les cadres des usines Solac. C'étaient des immeubles haut de gamme avec tout en haut des chambres de bonne. Les immeubles furent réalisés en éléments préfabriqués. Il y avait également un hôtel-restaurant d'entreprise. C'est aujourd'hui l'immeuble qui se trouve route de Longwy dans le square Birakem. Les jardins sont toujours là, j'en loue d'ailleurs un qui m'est loué par la mairie. Et en dessous, on voit les étangs de Saint-Pierre qui ont fait le bonheur des Thionvillois pendant de longues années. Aujourd'hui, hélas, ils ne sont plus accessibles. Ils sont réservés à l'amicale des pêcheurs. Alors il faut savoir que ces étangs sont nés en 1899 lors de la construction du fort de Guentrange. C'étaient en effet les sablières et le sable, ainsi que les autres matériaux de construction pour le fort, étaient montés jusqu'en haut de Guentrange grâce à un téléphérique qui partait des étangs et arrivait au chantier du fort de Guentrange. La résidence Cormontaigne, en 1962. Cet ensemble de 4 tours de 12 étages était destiné à loger les travailleurs célibataires de la sidérurgie. La résidence comprenait également un restaurant libre-service et une piscine. Le restaurant et la piscine étaient d'ailleurs ouverts à tous. Avec la fin de la sidérurgie, la résidence se vida. Elle fut détruite en 2 étapes. 2 tours furent dynamitées en 1992 et les 2 dernières en 1998. Du 28 juin au 2 juillet 1961, le général de Gaulle effectua une visite officielle en Lorraine. On le voit ici qui reçoit des fleurs des mains de 2 jeunes Lorraines, avec derrière le général, le maire Georges Ditch. Une autre photo de cette visite, nous sommes ici rue du Pont, rue Georges Ditch, avec à l'arrière du général le cinéma Rex. Le général de Gaulle serre une dernière fois la main du maire Georges Ditch avant de repartir dans sa voiture officielle. Alors dès 1826, le gouvernement français songeait à canaliser la Moselle. Mais l'instabilité politique du XIXe siècle, puis les conflits avec la Prusse et plus tard l'Allemagne enterrèrent le projet. Il faudra attendre 1956 et la signature d'une convention entre le Luxembourg, la RFA et la France pour que les 3 pays s'engagent à aménager le cours de la rivière sur 270 km entre la Lorraine et Coblence. En août 1961 arrivèrent les premiers engins destinés au chantier de Thionville. Il fallut d'abord aménager le canal des Écluses, afin qu'il puisse servir de dérivation provisoire de la Moselle durant les travaux. Le 30 mai 1962, la circulation de l'eau entre le pont SNCF de Borgard et le pont SNCF de Manom furent coupées. Le cours de la rivière était du coup dévié vers le canal des Écluses. Et entre ces 2 barrages, 600 000 mètres cubes d'eau restaient à évacuer à l'aide de pompes gigantesques. Et on peut remarquer sur cette photo la construction simultanée de l'immeuble L'Européen. Encore une vue de la canalisation. Reparlons un peu de l'Européen. En 1961, furent détruits le poste de garde et l'ancien grenier militaire qui se trouvaient encore à l'emplacement du futur chantier de l'immeuble. Cet immeuble devait être un symbole de la métropole du fer, puisque la façade fut revêtue de panneaux en acier spécial. L'immeuble faisait 45 mètres de haut, 16 étages et 120 logements. Au pied de l'immeuble furent construits un snack-bar de luxe ainsi qu'un bowling. L'originalité de cet immeuble d'avant-garde à l'époque est qu'il repose sur 22 pilotis en béton massif. Il faut savoir que l'immeuble pèse 10 000 tonnes. Cet immeuble de nos jours est très souvent critiqué, c'est vrai qu'il vieillit très mal. Mais je crois savoir qu'une concertation est en cours afin de trouver une solution pour réhabiliter l'immeuble. En 1949, on démonta une petite baraque en bois qui se trouvait rue de Paris pour la remonter route de Longwy afin d'en faire une chapelle pour les paroissiens de Saint-Pierre qui se plaignaient de ne pas avoir de lieu de culte. C'est la photo que l'on voit en haut sur la droite. À noter que le calvaire de Saint-Pierre, que l'on voit donc devant la chapelle, se trouve aujourd'hui à la Tour aux Puces. Le calvaire date de 1622.
C'est en 1960 que débutèrent les travaux de l'actuelle église Saint-Pierre, juste derrière la chapelle en bois. La nouvelle église sera consacrée le 25 avril 1965. En 1976 fut rajouté l'orgue. Il faut noter que le clocher n'a pas de cloche et que le son de cloche que l'on entend est un enregistrement. Avant 1960, la place Turenne était une ancienne place d'armes militaires entourée de casernes. Il y avait également une école protestante qui se trouvait en l'angle de la rue du Vieux Collège et de la rue du Cygne. Un marché couvert s'est même tenu dans l'un des bâtiments de la caserne. Les premiers bâtiments à être démolis, vers 1963, furent ceux qui donnèrent sur la rue du Quartier afin de construire les 2 tours Turenne. Puis ce fut le tour de toutes les casernes qui entouraient la place. Une autre vue de la démolition des casernes où l'on devine la grue, car à l'époque on utilisait une énorme boule suspendue au bout d'une grue et la boule venait se fracasser contre les immeubles. Je me souviens très bien de cela, c'était vraiment très impressionnant quand on est enfant. Voici donc la nouvelle place Turenne, photographiée ici en 1965. C'est donc la place que l'on connaît aujourd'hui. Voilà, ici on voit mieux donc en 1964 donc la construction des nouveaux immeubles et la démolition des anciens. Ici on voit encore l'école protestante donc qui sera détruite et ici la construction de l'école du centre. Ici les bâtiments donc de la rue du Vieux Collège. Ici aussi des anciens bâtiments qui donnent ici là, sur la rue Saint-Nicolas et ils seront donc tous détruits pour construire les nouveaux immeubles. Sur cette photo, prise en 64, on voit le pont écluse nord. Il ne s'agit pas du pont écluse qui a été réhabilité et qui se visite aujourd'hui lors des Journées du patrimoine, mais l'autre, qui n'est plus qu'un simple pont aujourd'hui, la partie supérieure ayant été démolie en 1958, car elle avait été gravement endommagée par les Américains en 1944. On voit ici l'assèchement du canal après la fin des travaux de canalisation de la Moselle. La Moselle ayant repris son lit normal, le canal fut asséché afin de le nettoyer. Une photo de 1964. Le cliché noir et blanc d'origine provient des archives du Républicain lorrain. On y voit l'ancienne boulangerie militaire qui se trouvait place de la Vieille Porte sur l'avenue Clémenceau. Pour ceux qui s'en souviennent, avant sa démolition, elle hébergea le Club des Jeunes. Aujourd'hui, c'est donc le parking de la Vieille Porte. Encore une photo de 1964 des archives du Républicain lorrain que j'ai colorisé. On voit les bureaux de l'intendance militaire, avenue Clémenceau. Le bâtiment faisait face à la rue de Villars. Il sera donc démoli également, comme d'ailleurs pratiquement tout l'îlot de la Vieille Porte, pour construire les nouveaux immeubles de la Vieille Porte et le Concorde. L'ancienne piscine de Thionville, que apparemment de nombreux Thionvillois regrettent. Elle fut inaugurée le 14 juillet 1960. Elle comportait un bassin couvert, un bassin olympique extérieur et un superbe plongeoir, ainsi qu'une pataugeoire pour les enfants. Le 10 août 1962, à Thionville, un record du monde de natation est tombé. Les Français Alain Godvalès, Gérard Gropez, Jean-Pascal Curtillet et Robert Christophe, de passage en Moselle à l'occasion d'un meeting, ont porté le record du monde du relais 4 x 100 mètres nage libre à 3 minutes 42 dixièmes et 5 centièmes. Et d'ailleurs, le reportage télévisé de cet événement se retrouve sur le site de l'INA. Le quartier des Basses-Terres en 1965. Ce quartier était nommé Niederfeld en allemand, Basses-Terres en français, car c'était un quartier marécageux et très souvent inondé. D'ailleurs, lors de la construction des immeubles, qui débutèrent au milieu des années 50, il fallut rehausser le terrain d'1 mètre environ afin de pallier aux inondations. C'est là que furent construites les 2 tours Roland, que l'on voit sur la photo, la tour Charlemagne et la banane de l'avenue de Douai. Une vue de 1965 sur le lycée de la Briquerie. Le lycée technique fut créé en 1965 sur le terrain de l'ancienne entreprise métallurgique Chavannes-Brun, dont les ateliers furent d'ailleurs conservés pour le lycée.
Cette entreprise avait fermé en 1935. La place du Luxembourg en 1964. À gauche, on voit le début des travaux de la construction du Concorde. Le 30 mai 1963 commencera la grande aventure de la tour Concorde. Ce jour-là, les gérants de la SCI Clémenceau se portent acquéreurs du terrain de l'ancien presbytère protestant à l'angle de l'avenue Clémenceau et de la place du Luxembourg, dont on voit donc la démolition ici. Au centre, on voit ici le fameux passage souterrain qui permettait de traverser la place sans encombre. Voici une autre vue de la place du Luxembourg en 1965 qui montre bien la démolition des immeubles sur la gauche pour construire le Concorde. Et ici, pareil, on voit le début de la construction de la gare routière face au square du 11 novembre. Toujours en 1965, la place du Marché avec sa célèbre fontaine. On voit ici les escaliers qui menaient aux toilettes publiques. Ici, bien entendu, le cinéma Scala, le bureau de tabac qui existe toujours, le café de la Moselle, et tout au fond, on devine le cinéma Rex. Justement, parlons du cinéma Rex, le voici, donc à l'angle du quai Crozet et de la rue du Pont. C'est une photo de 1965. Donc, il ne restait plus là que le café Saint-Hubert, donc, puisque le cinéma Rex avait pris les locaux de l'ancien hôtel. Et tout au fond, dans la place du Marché, on devine la quincaillerie Schmitt et le magasin pour bébés prénatal. Donc, ce magnifique immeuble du cinéma Rex fut construit en 1903, après la démolition de la porte du Pont et des remparts. À l'origine, donc, il abritait l'hôtel Saint-Hubert, et comme je l'ai déjà expliqué par la suite, donc une salle de l'hôtel fut utilisée pour créer le cinéma Union, qui devient le cinéma Rex en 1955. Une belle vue datant de 1965, prise depuis le Crève-Cœur. On voit très bien tous les immeubles de la Côte des Roses, et tout au fond ici, la résidence Cormontaigne. On ne peut pas évoquer le passé de Thionville sans parler de la sidérurgie. La première usine de la ville, nommée la Karlshütte, date de 1898. Elle fut construite par les frères Hermann et Robert Röchling, des industriels de la Sarre. En 1910, l'usine comptait 4 hauts fourneaux. En 1933, l'usine de Thionville est rachetée par la Société des aciéries de Longwy. En 1953, les usines de Thionville et de Longwy deviennent Lorraine-Escaut. Et en 1964, elles deviennent Usinor. Le haut fourneau de Thionville était alors le plus performant d'Europe. En 1977, crise de la sidérurgie, le haut fourneau est arrêté et en 1983 commencera la mise à ferraille de toute l'usine. Une autre vue des usines, cette fois-ci c'est le 5 juillet 1967, le Tour de France passe route de Metz. Il s'agissait de la 6e étape qui allait de Jambes en Belgique à Metz. Le vainqueur du Tour de cette année-là fut Roger Pingeon. Une vue de 1969 sur Borgard. On peut voir que ici, il n'y a pas encore l'autoroute, donc qui passera là, ici. La rue Leidecker traversait encore Borgard. On voit ici d'ailleurs l'hôpital et l'église. Et plus haut, on voit ici la construction des immeubles de la résidence Beau-Rivage. La chaussée d'Asie, en 1969. On devine tout à gauche le lycée Colbert et à droite la rue du Chardon, le quartier des Fleurs et ici le collège Saint-Pierre-Chanel. L'allée de la Libération est encore bien vide, quelques immeubles se construisent. Plus haut ici, on voit le lycée de la Briquerie et ici la piscine avec le plongeoir. Cette autre vue, prise un an plus tard, en 1970, montre mieux le lycée Colbert. On voit que les immeubles commencent également à pousser dans l'allée de la Libération.
Hôpital Bel-Air en 1970. Alors le premier hôpital hospice de Thionville remonte à 1332. En 1804, l'hospice des Sœurs de Saint-Charles se trouvait dans l'actuelle mairie. Après l'acquisition en 1898 de l'école des Frères à Borgard, la municipalité y transfère les différents services de l'hospice municipal qui devient alors l'hôpital Borgard. En 1968, l'agglomération thionvilloise se dote d'un nouvel hôpital, l'hôpital Bel-Air, sans pour autant fermer l'hôpital de Borgard qui va continuer alors à fonctionner et à se moderniser. D'ailleurs, en 1974, le centre hospitalier de Thionville s'agrandit par l'acquisition de l'ancienne maison de retraite Saint-Charles, toujours à Borgard, qui bien sûr a disparu puisqu'elle se trouvait face à l'église de Borgard et elle a été démolie pour construire l'autoroute. La mairie de Thionville en 1970, avec une belle déesse et le célèbre marchand de glace. Alors parlons un peu du bâtiment de la mairie. En 1629, les Clarisses, ordre religieux qui venait du Luxembourg, s'établissent à Thionville, rue de la Vieille Porte. Elles seront chargées jusqu'à la Révolution de l'éducation des jeunes filles de la ville. En 1635, le cardinal leur attribue un terrain en bordure de la Moselle, en vue de l'édification d'un couvent achevé en 1641. Il sera fortement endommagé par le siège de 1643. Il sera restauré par la suite et la restauration des bâtiments va s'achever par la bénédiction de la chapelle en 1665. En 1695, on va construire une aile de boutique ouverte donc sur la rue du Pont, actuelle Georges Ditch. Cette partie qui était donc collée à l'actuelle mairie abritait également la caisse d'épargne. Ces bâtiments ont été détruits dans les années 30. La Révolution arrive et chasse les religieuses et ferme leur école. En 1792, le couvent est affecté aux besoins de l'armée et la chapelle devient le lieu de réunion du club des Jacobins. À partir de 1804, les bâtiments sont cédés à la ville et abritent donc l'hospice municipal. En 1898, transfert donc vers l'hôpital de Borgard dans l'ancien collège des Frères et transformation donc du couvent en hôtel de ville. La rue de Paris dans les années 70, avec ici donc les nouvelles galeries et le prix unique. Ici la marchande de glace, la pharmacie du Soleil et l'immeuble des meubles Grossman. Une vue de 1970 sur le canal des Écluses, les deux ponts Écluses et le quartier de Cormontaigne. Le pont Écluse Sud, donc en bas de la photo, est le pont qui se visite aujourd'hui. Il a été restauré au début des années 90. Alors il faut savoir que les ponts Écluses furent construits par Cormontaigne entre 1747 et 1752 sur un canal de dérivation de la Moselle qui fut creusé alors afin de réduire les effets des inondations lors des crues de la Moselle qui étaient très fréquentes à cette époque. Les ponts permettaient donc d'abord le passage entre les deux rives du canal. Mais les ponts avaient aussi un but défensif, car en cas d'invasion, on pouvait descendre des grilles dans l'eau qui empêchaient l'ennemi de passer par le canal. Quant aux vannes, elles consistaient en des poutrelles de bois empilées. Sur le dessus du pont, comme on peut le voir ici, les restes, il y avait deux bâtiments construits de part et d'autre de la chaussée centrale donc, qui se trouvait ici. Aujourd'hui, il ne subsiste qu'un seul bâtiment qui a été restauré, c'est cette partie-ci donc qui a été restaurée. L'autre partie n'existant plus. Il faut savoir qu'un des bâtiments à l'époque servait à la manœuvre des grilles et l'autre servait de grenier à grains et de farine. Voici le Géric, le tout premier Géric en 1971, juste après son inauguration. Ce magasin unique en France avait été fondé par un regroupement de commerçants thionvillois. C'est le premier centre commercial à ouvrir dans la zone du Linclin. Géric signifie groupement économique régional d'intérêt commercial. On voit donc que les commerçants qui se plaignent aujourd'hui des méfaits des zones commerciales et de la désertification du centre-ville, ce sont les commerçants eux-mêmes qui ont été les premiers à créer donc cette zone
en dehors du centre-ville. Nous sommes ici le 3 septembre 1971. C'est l'inauguration officielle de Géric. On peut voir qu'il n'y a pas encore l'autoroute, ni les immeubles des Prés de Saint-Pierre. On pouvait encore se rendre à Géric en traversant les champs. Plus haut, on voit l'église de Saint-Pierre et les premiers immeubles de la rue des Horticulteurs. Il faut noter que les 4 et 5 septembre 1971 eurent lieu 2 concerts de Johnny Hallyday sous un chapiteau géant de 3500 places installé sur le parking. Une anecdote, lors des concerts, 60 fauteuils furent détruits par les fans ainsi que les gradins. Le 14 avril 1972, le président de la République Georges Pompidou vint en visite officielle à Thionville. Il fut reçu par le maire Georges Ditch, que l'on voit tout à fait à droite de la photo. Il y eut un petit incident mineur, un spectateur qui tenta d'agripper le président, mais qui fut vite ceinturé par le service d'ordre. Je me souviens d'ailleurs que ce jour-là, comme de nombreux autres écoliers, on manqua à l'école pour pouvoir aller voir et photographier le président. 1974, inauguration en grande pompe du viaduc de Borgard. On voit ici le maire de l'époque, Georges Ditch, qui fut donc d'accord pour raser tout un quartier de Borgard afin d'y faire passer une autoroute. Il faut savoir que l'église de Borgard a survécu miraculeusement, car il était également prévu de la démolir et d'en reconstruire une autre plus moderne un peu plus loin. Heureusement, les habitants de Borgard se sont battus pour conserver leur église. Néanmoins, rue Leidecker, 15 immeubles furent détruits et 41 familles furent relogées. Nous sommes ici en 1976, on voit la construction du prolongement de l'autoroute A31 vers le Linklin. On voit également la construction de la deuxième tranche des immeubles des Prés de Saint-Pierre. Une vue de la place du marché en 1980, avec le fameux Monsieur Pigeon. Ce monsieur venait tous les jours avec sa sacoche remplie de graines pour les pigeons, qui venaient se poser directement sur lui. C'était l'attraction tous les jours de la place, bien avant Feu Manolo. La rue du Four-Banal en 1980. On peut voir que la rue était déjà piétonne, mais je trouve qu'elle était quand même beaucoup plus conviviale qu'aujourd'hui. On peut voir les anciennes enseignes mythiques de la rue, comme le magasin d'habillement à la ville de Nancy à gauche, et on devine également à droite l'entrée de la quincaillerie Schmitt. La fameuse gare routière, donc, photographiée ici en 1980. Elle fut inaugurée en 1966 et donc une bonne partie du parc Napoléon disparut afin d'y construire cette gare. Dans la gare, il y avait également un bureau de tabac, un photomaton, une bascule pèse-personne et divers distributeurs automatiques, des toilettes, une cabine téléphonique, une buvette, un salon de coiffure et même une banque. Cette gare routière fut en service jusqu'en 2001, année à laquelle fut inaugurée la nouvelle gare routière de la place de la Liberté. La gare routière se trouvait donc face au square du 11 novembre. Ici une photo de mon ancienne collègue de travail Michel Périquet. On y voit la place du Luxembourg en 1981. On voit ici la descente vers le passage souterrain qui permettait de traverser la place. Le Concorde se trouve donc juste ici, dont on voit une partie là qui déborde. Les immeubles accolés au Concorde ne sont pas encore construits, mais on voit ici le panneau qui annonce la construction des immeubles du quartier de la Vieille Porte. Sur cette autre photo de Michel Périquet, on voit que l'immeuble au fond, qui donne sur la rue de Jemappes, est déjà construit. Une photo de Michel Périquet de la rue de la Vieille Porte, toujours en 81. Les immeubles de l'autre côté de la rue de la Vieille Porte et de la rue de Jemappes ne sont pas encore construits. Ils le seront bientôt à la place de ce parking. Une photo des archives du Républicain Lorrain que j'ai colorisée, c'est le cinéma Le Paris en 1983. Le cinéma avait déjà été transformé en un complexe de 4 salles. Il y avait 3 salles par accès sur le boulevard Foch et une salle,
l'accès rue Saint-Nicolas, le Paris Club. Alors le cinéma Le Paris avait été inauguré en 1956. À l'époque, c'était une salle unique, comme un théâtre, avec une scène, 1100 places et un écran de 13,50 m, le plus grand écran de cinéma de l'Est à l'époque. Le cinéma Le Paris fermera en 2005 et en 2013, c'est le nouveau cinéma Scala qui sera inauguré dans les anciens locaux du cinéma Le Paris. Voici d'ailleurs le cinéma Scala, toujours une photo des archives du Républicain Lorrain que j'ai colorisé. Alors il faut savoir que le tout premier cinéma Scala ouvrit en 1909 à l'angle de la rue du Merche et de la place du Marché. C'était une toute petite salle d'une centaine de places. Ce cinéma restera à cet endroit jusqu'en 1929, date à laquelle il fut fermé à cause de la vétusté de l'immeuble. Et c'est en 1932 que sera inauguré le nouveau cinéma Scala, place du Marché, donc celui qu'on a tous connu, avec sa salle unique de 362 places. Ici, on voit qu'il avait déjà été transformé en salle de 2 places. Et donc, le cinéma Scala fermera en 2013 pour ouvrir Boulevard Foch. Le bateau La Lorraine, photographié ici en 1985. Pour ceux qui s'en souviennent, il faisait des excursions régulières entre Thionville et Rémiche. Le bateau était géré par la compagnie de bus Moritz de Hapar. Une photo des archives du Républicain Lorrain que j'ai colorisée, elle date de 1987. On voit ici donc le café Saint-Hubert et le cinéma Rex. Mais on voit surtout que l'immeuble est laissé totalement à l'abandon, car la municipalité avait bien en tête de démolir l'immeuble 2 ans après. Voilà, c'est ce que je disais, donc 1989, démolition de l'immeuble de l'hôtel Saint-Hubert et du cinéma Rex. Ici, on voit les pelleteuses en pleine action. Et donc, à sa place sera construit l'immeuble moderne qui aujourd'hui abrite Léon de Bruxelles. Une photo de 1993 qui montre le square du 11 novembre et la magnifique horloge florale. Ne me demandez pas pourquoi, mais cette belle horloge sera retirée vers 1996. L'hôtel de la Patrie, place Claude Arnould, photographié ici en 1993. Vous pouvez remarquer qu'à l'époque, l'hôtel de la Patrie trônait au milieu de la place, entouré de superbes massifs de fleurs. À la fin des années 90, l'hôtel de la Patrie fut démonté pierre par pierre pour être remonté au bord de la place, à l'endroit où il se situe aujourd'hui. Encore une photo dont la photo noir et blanc provient des archives du Républicain Lorrain, et je l'ai donc colorisée. Il s'agit de la démolition de ce que l'on appelait l'îlot Schmitt en 1994. L'îlot Schmitt, le nom provenait du nom de la grande quincaillerie qui se trouvait donc à cet endroit auparavant. À sa place fut construit un centre commercial qui devait être l'attraction du centre-ville, mais qui n'a jamais remporté le succès espéré. Donc pour vous situer, ici tout à droite c'est la rue Neuve, ici la place du Marché et la rue Georges Ditch. Une photo de la rue de Paris à la grande époque, diront certains. 1995. En effet, à l'époque, il y avait un grand nombre de commerces qui aujourd'hui ont disparu. Derrière le célèbre marchand de glace et les cabines téléphoniques, on voit donc les nouvelles galeries. Ce grand magasin, inauguré en 1964, qui avait plusieurs niveaux, 6000 mètres carrés de surface de vente et 300 vendeuses. Les galeries furent rachetées par les Galeries Lafayette, qui fermèrent à leur tour en 2005. Sur la gauche, on voit ici le magasin de vêtements pour enfants, l'Enfant Roi. Et juste après, donc ici, l'immeuble des meubles Grossman, dont les publicités sur Télé Luxembourg disaient à l'époque « Meubles Grossman, 8 étages d'ameublement unique en France ». Plus loin ici, on voit le Monoprix, l'autre grand magasin de la rue de Paris. Alors l'ancêtre du prix unique se nommait le magasin de vêtements Salomon et daté de 1912. En 1925, le magasin devient au bon marché et dans les années 30, cela devient le prix unique. Comme on avait pu le voir sur une autre photo, le bâtiment du prix unique était alors magnifique avec une tourelle et un dôme au sommet.
En 1953, Prise Unique réaménagea complètement l'immeuble en le modernisant. En 1980, Prise Unique devient Monoprix, et Monoprix fermera à son tour définitivement en 1997. Une vue de 1996 sur la place de la République. Cette vue est intéressante car on voit d'anciens bâtiments qui ont disparu depuis. En particulier ici, la caserne des pompiers, l'ancienne caserne derrière la pharmacie. Cette caserne sera démolie en 2007. Ici, on voit qu'on venait de démolir les bâtiments des services techniques de la ville pour en faire un parking. Et aujourd'hui, c'est ici que se trouve le centre commercial des Capucins. On voit également ici l'ancien bâtiment de l'ancienne école de musique. Celui-ci sera démoli en 2005. Nous sommes ici en 1998, place du Marché. On voit que la fontaine a été retirée, car c'est le début de la piétonisation de tout le centre-ville. On voit ici la pose des pavés sur la place du Marché, ces fameux pavés qui en hiver sont une hantise pour les piétons. Voilà, nous sommes arrivés au bout de ce voyage dans le temps, j'espère qu'il vous a plu. Nous finissons bien entendu par notre célèbre passerelle que tout le monde nous envie. Merci à tous pour votre attention. Le 20 mai 1906, visite officielle du Kaiser Wilhelm II, en français Guillaume II, à Thionville. Il fut reçu en grande pompe, place de la République, où une estrade couverte avait été construite. Ce n'était pas sa première visite à Thionville, il était déjà venu en août 1899 pour suivre l'avancée des travaux du fort de Guentrange. Petite anecdote personnelle, les enfants des écoles étaient présents le long du cortège officiel. Lorsque le carrosse du Kaiser s'arrêta place de la République, l'empereur descendit, il alla saluer les enfants. Une petite fille s'avança vers lui pour lui offrir un bouquet de fleurs. L'empereur prit la petite fille de 6 ans dans ses bras pour l'embrasser, et cette petite fille, c'était ma grand-mère. La toute première foire exposition de Thionville s'est tenue à la veille de la Première Guerre mondiale, du 22 mai au 28 juin 1914. Elle se trouvait, comme toutes les foires expo à venir, place de la Liberté. Ce fut une grande manifestation avec de nombreux stands sur les arts et métiers, les arts industriels, le commerce, etc. 210 exposants venus du Reichsland, du Luxembourg et d'Autriche. 5 halles gigantesques accueillaient les stands des différents exposants. Tout au long de la foire, on pouvait assister à des concerts, des manifestations sportives et des concours destinés aux enfants. La foire se termina le 28 juin et pile un mois plus tard débutait la Première Guerre mondiale. Voici l'entrée de la ville en 1914. À gauche, on voit le poste de garde qui sera démoli en 1952 lors de la construction du nouveau pont des Alliés. On voit également les grilles qui fermaient l'accès à la ville et bien sûr le tramway qui avait été inauguré 2 ans plus tôt. Nous sommes ici en 1915. Il s'agit d'un baraquement de la Croix-Rouge où sont soignés les soldats allemands blessés. Le baraquement de la Croix-Rouge se trouvait dans le quartier de la Gare. Une autre photo donc de la Croix-Rouge. On voit les infirmières et les soldats blessés. Pendant la guerre de 14-18, Thionville avait un camp de prisonniers qui se situait vers le Gation. Le camp de prisonniers avait sa propre monnaie, dont voici quelques exemples, avec des billets de 20 et 5 pfennigs et une pièce de 50 pfennigs. Cette photo a été prise après les bombardements du 17 juillet 1918. Il s'agit de l'hôtel Saint-Hubert, rue du Pont, donc rue Georges Ditch. On voit donc les méfaits des bombardements. Et c'est bien précisé, bombardement par avion entre midi et 1 heure. Une autre photo des bombardements, c'est l'immeuble à l'angle de l'avenue Albert Ier et de la rue de Villars. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une boulangerie. Il faut noter que cet immeuble n'a pas eu de chance puisqu'il fut à nouveau bombardé lors des bombardements alliés de 1944 et l'immeuble a subi exactement les mêmes dommages. C'est l'armistice. Ici une photo du 22 novembre 1918. Les troupes françaises entrent triomphalement dans Thionville.
Ici, une photo qui a été prise rue de Paris. Le photographe se trouve juste devant le casino municipal, et donc les bâtiments que l'on voit au fond, c'est la rue de Paris, mais ces bâtiments n'existent plus aujourd'hui. Toujours le 22 novembre 1918, c'est le défilé des troupes françaises, place de la République. Encore une photo du défilé des troupes place de la République le 22 novembre 1918, sauf que cette fois-ci, tous les spectateurs lèvent les yeux au ciel pour voir passer un avion.